Lors d'une fête de la Toussaint, mes parents m'ont tendu une enveloppe, 12 raisons pour lesquelles tu devrais quitter cette famille. J'ai forcé un sourire. Mais quand j'ai lu la raison numéro 6, ma sœur a soudainement pâli. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple dîner de la Toussaint se transformerait en la vengeance la plus satisfaisante de toute ma vie. Je m'appelle Hélène. J'ai 32 ans. L'air dans la salle à manger de notre vaste domaine près de Lyon semblait assez lourd pour m'écraser alors que j'étais assise sous le lustre en cristal, pendant que plus de 20 membres de ma famille me regardaient avec un dédain manifeste. Mon père s'est levé brusquement de sa place au bout de la table pour faire taire la pièce en tapotant sa cuillère contre un verre de vin avant de déclarer qu'il avait préparé une leçon spéciale pour sa plus jeune fille. Il a jeté nonchalamment une épaisse enveloppe en manille au centre de la table avec un bruit sourd qui a résonné dans le silence, révélant l'inscription manuscrite qui déclarait cruellement « 12 raisons pour lesquelles tu ne mérites pas de porter notre nom de famille ». Mon mari a essayé d'intervenir, mais j'ai tendu la main pour déchirer le sceau parce que j'avais besoin de voir les profondeurs de leur haine, parcourant des lignes remplies de mensonges mesquins jusqu'à ce que mes yeux se figent sur la raison numéro 6. J'ai lentement levé mon regard pour croiser celui de ma sœur aînée de l'autre côté de la table, regardant son sourire arrogant s'évanouir instantanément alors que son visage perdait toute couleur. Elle a réalisé à ce moment terrifiant que l'accusation écrite sur ce papier était en fait l'étincelle qui allait réduire sa fausse vie en cendres. Avant que je ne révèle le secret qui a détruit la réputation de ma sœur et provoqué l'effondrement total de ma famille, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton d'abonnement si vous voulez voir la justice rendue. Pour comprendre exactement pourquoi la raison numéro 6 la terrifiait tant, nous devons revenir à un mardi après-midi pluvieux, 3 semaines avant cette nuit-là. Dans mon appartement tranquille, mon mari Étienne et moi venions enfin d'acheter la maison de nos rêves en banlieue après 5 ans de sacrifices de vacances et d'économie de chaque centime que nous gagnions de nos emplois respectifs. Nous valorisions notre paix et notre sécurité financière par-dessus tout, car nous savions avec quelle facilité elles pouvaient disparaître si nous ne faisions pas attention à nos habitudes de dépenses. Cette stabilité semblait incroyablement étrangère par rapport à l'environnement chaotique dans lequel j'ai grandi avec mes parents et ma sœur, où l'argent était toujours utilisé comme un outil de manipulation émotionnelle. Étienne me rappelait souvent que nous avions réussi à briser le cycle toxique du dysfonctionnement en construisant une vie basée sur l'honnêteté et le travail acharné, plutôt que de maintenir de fausses apparences. La tranquillité de mon mardi après-midi a été brisée lorsque j'ai reçu un message texte frénétique de ma sœur aînée, Pauline, insistant pour que nous nous rencontrions immédiatement dans un café isolé à la périphérie de la ville. Je suis entré dans l'établissement pour trouver Pauline portant des lunettes de soleil surdimensionnées pour cacher ses yeux gonflés, ce qui était un changement choquant par rapport à son apparence glamour habituelle. Elle a attendu que la serveuse s'éloigne avant de fondre en sanglots hystériques qui ont attiré l'attention non désirée des tables voisines. Pauline a avoué dans un murmure étouffé qu'elle avait tout perdu dans une série de systèmes de crypto-monnaie à haut risque et qu'elle devait plus de 230 000 € à des prêteurs privés dangereux. Je me suis adossé à ma chaise, absolument incrédule, car mes parents se vantaient constamment auprès de tout le monde que Pauline était un génie de l'immobilier qui gagnait des millions d'euros chaque année. Elle a tendu la main sur la table pour serrer mon poignet avec une force désespérée tout en me suppliant d'utiliser la valeur nette de ma nouvelle maison pour la sauver de la ruine financière. Pauline a expliqué qu'elle avait besoin de l'argent immédiatement parce que nos parents, Robert et Bernadette, la renieraient s'ils découvraient que leur enfant prodige était en réalité un échec total. J'ai retiré ma main pour lui dire fermement qu'Étienne et moi ne mettrions jamais notre maison en péril pour réparer sa dépendance aux jeux imprudentes. Elle a continué à pleurer et à supplier jusqu'à ce que je propose finalement un compromis, car je ne pouvais pas supporter de voir ma propre sœur dans un état de détresse aussi pathétique. Je lui ai dit que je lui prêterais une petite somme pour couvrir les paiements d'intérêt immédiats, mais qu'elle devait signer un document officiel reconnaissant la dette. Pauline avait l'air furieuse que je traite cela comme une transaction commerciale, mais elle a finalement hoché la tête parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas d'autres options. Je lui ai fait écrire les termes sur un morceau de papier de cahier sur le champ dans le café pour m'assurer qu'elle ne pourrait pas nier cette conversation plus tard. Mon soulagement d'avoir géré la situation de manière responsable s'est évaporé au moment où je suis sorti du café et que j'ai vu ma mère, Bernadette, m'appeler. J'ai répondu, m'attendant à une salutation désinvolte, mais j'ai été immédiatement frappé par un déluge d'insultes sur le fait que j'étais froide et insensible envers ma sœur en difficulté. Ma mère a crié que je devais me montrer à la hauteur pour la famille en couvrant la facture de traiteur de 4 500 € pour la fête de la Toussaint à venir. Elle a affirmé que payer pour la fête était le seul moyen de compenser le fait que j'avais contrarié Pauline lors de notre rencontre et blessé ses sentiments. Je suis resté sur le trottoir, serrant mon téléphone, alors que la prise de conscience de ce qui venait de se passer m'a submergé comme un seau d'eau glacée.
Pauline avait manifestement appelé notre mère à la seconde où j'étais allé aux toilettes pour déformer le récit et se présenter comme une victime de ma cruauté. C'était une tactique de manipulation qu'elles avaient utilisée contre moi pendant des années pour siphonner de l'argent de mon compte bancaire chaque fois que Pauline faisait une erreur. J'ai réalisé à ce moment-là que Pauline n'avait aucune intention de changer de comportement car elle savait que notre mère serait toujours là pour m'intimider afin que j'obéisse. Le plus douloureux était de savoir que ma mère n'avait même pas demandé ma version de l'histoire avant d'exiger 4 500 €. Elle a simplement supposé que Pauline était la victime innocente qui avait besoin de protection tandis que j'étais la méchante qui devait payer pour le privilège de faire partie de la famille. Je me suis mordu la langue pour ne pas crier la vérité sur la dette de 230 000 € parce que j'avais promis à Pauline que je garderais son secret pour le moment. J'ai accepté de payer pour la fête juste pour que ma mère me laisse tranquille au téléphone afin que je puisse rentrer chez moi et digérer la trahison que je venais de subir. Ce cycle d'abus financiers devait cesser quelque part, mais je ne savais pas encore que la fête à venir en serait le final. 2 semaines avant la fête qui allait mettre fin à notre famille, Étienne et moi nous sommes rendus au domaine de mes parents sous prétexte de discuter du menu de la Toussaint, bien que nous sachions tous que la vraie raison de la visite était de remettre le chèque de 4 500 € qu'ils avaient exigé. Mon estomac se nouait avec un mélange familier d'effroi et de ressentiment alors que nous empruntions la longue allée sinueuse qui menait à la maison où j'avais passé une enfance à me sentir comme une étrangère. Étienne a tendu la main sur la console centrale pour me serrer la main dans un geste de soutien silencieux, car il savait exactement à quel point ces réunions de famille obligatoires pouvaient être toxiques pour ma santé mentale. J'ai pris une profonde inspiration pour me préparer aux critiques inévitables sur mon apparence ou mon choix de carrière. Mais rien n'aurait pu me préparer au spectacle qui nous attendait, garé juste devant le garage. Une Tesla Model S Plaid rouge pomme d'amour flambant neuf brillait sous le soleil de l'après-midi comme un trophée, sa surface polie reflétant les visages déformés de mes parents qui la contournaient avec des expressions d'adoration pure. Mon père, Robert, passait la main sur le capot lisse du véhicule avec un air de fierté que je n'avais jamais vu diriger vers moi, tandis que ma mère, Bernadette, applaudissait de joie. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes parce que je savais exactement combien coûtait cette voiture, et le calcul ne tenait tout simplement pas, compte tenu de la conversation désespérée que j'avais eue avec ma sœur à peine 7 jours auparavant. Pauline est sortie du siège conducteur vêtue d'une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon paiement hypothécaire, rejetant ses cheveux en arrière avec la confiance d'une femme qui possédait le monde. Elle a repéré notre modeste berline s'arrêtant derrière son véhicule électrique de luxe et a esquissé un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. C'était un petit bonus pour moi-même pour avoir conclu l'affaire du centre-ville, a annoncé Pauline, assez fort pour que les voisins l'entendent, sa voix dégoulinant de fausse modestie. Une femme d'affaires prospère a besoin d'un véhicule qui impose le respect, n'est-ce pas? J'ai senti le sang quitter mon visage alors que je sortais de la voiture, mon esprit retournant à la confession larmoyante dans le café où elle prétendait se noyer dans 230 000 € de dette. J'ai regardé mon père la serrer dans une étreinte écrasante, lui disant qu'elle méritait chaque parcelle de luxe pour son travail acharné et son brio. L'injustice de la situation me rendait physiquement nauséeuse parce que je tenais actuellement un chèque pour payer leur fête alors qu'elle achetait des voitures à 6 chiffres avec de l'argent qu'elle avait probablement emprunté ou volé. J'ai attendu que nos parents soient distraits par les caractéristiques intérieures de la Tesla avant d'attraper le bras de Pauline et de la traîner avec force vers l'isolement de la roseraie dans le jardin. Elle a essayé de se dégager, mais j'ai tenu bon parce que j'avais besoin de réponses avant d'exploser sur le champ dans l'allée. « Tu te moques de moi, Pauline ?» ai-je sifflé, ma voix tremblant de rage contenue. « Tu étais devant moi la semaine dernière en train de pleurer parce que tu devais 230 000 € à des gens dangereux. Comment diable as-tu payé une voiture de 110 000 €? Pauline a levé les yeux au ciel comme si j'étais une enfant posant une question stupide, sortant un miroir de poche de son sac à main pour vérifier son rouge à lèvres. Elle a expliqué avec un calme exaspérant que la voiture était une location qu'elle avait acquise en utilisant une nouvelle ligne de crédit parce qu'elle devait maintenir l'apparence de la richesse pour attirer de nouveaux investisseurs afin de rembourser les anciennes dettes. Elle a appelé cela un « levier stratégique » et m'a accusé d'avoir une « mentalité de pauvre » qui m'empêchait de comprendre comment la vraie richesse était générée. Avant que je puisse souligner que sa stratégie s'appelait en fait de la fraude, la porte arrière de la maison s'est ouverte en claquant. Robert a traversé la pelouse avec un visage comme un nuage d'orage, ayant repéré notre échange tendu depuis la fenêtre de la cuisine. Il n'a pas demandé de quoi nous nous disputions, ni ne s'est soucié d'entendre ma version de l'histoire. « Tu ne supportes tout simplement pas de la voir heureuse, n'est-ce pas ?» a crié Robert, pointant un doigt tremblant vers mon visage tandis que Pauline se recroquevillait derrière lui pour jouer la victime.
Ta sœur s'achète quelque chose de joli après avoir travaillé jusqu'à l'os, et la première chose que tu fais est de la traîner ici pour la faire culpabiliser. C'est de la pure jalousie, Hélène, et c'est laid. Je suis resté là, la bouche ouverte, incapable de me défendre contre l'absurdité de son accusation sans révéler le secret de Pauline. Pauline a jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de notre père et m'a lancé un regard qui était à la fois un avertissement et une supplication. Elle savait que je détenais le pouvoir de la détruire sur le champ, mais elle savait aussi que j'étais trop conditionné à chercher l'approbation de mon père pour faire une scène. Le dîner qui a suivi était moins un repas qu'un tribunal, où mon caractère a été systématiquement démantelé tandis que Pauline était canonisée comme une sainte. Ma mère a posé la dinde sur la table et s'est immédiatement lancée dans un monologue sur la générosité de Pauline pour avoir apporté du vin cher, oubliant commodément le chèque de 4 500 € que j'avais silencieusement posé sur le comptoir. Ils ont comparé les investissements audacieux de Pauline à mes timides économies, se moquant du fait qu'Étienne et moi cuisinions à la maison au lieu de dîner dans des restaurants 5 étoiles. Pauline comprend que l'argent est destiné à être apprécié et partagé avec la famille, a dit Bernadette, versant plus de vin dans le verre de ma sœur, contrairement à certaines personnes qui amassent chaque centime et agissent toujours comme si contribuer à une fête de famille était un fardeau. J'ai regardé Étienne, qui serrait sa fourchette si fort que ses jointures étaient blanches, et je lui ai fait signe qu'il était temps de partir avant que je ne dise quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Nous nous sommes levés brusquement, laissant nos repas à moitié mangés, et avons marmonné une excuse rapide à propos d'une réunion matinale. Mes parents ne se sont même pas levés pour nous accompagner à la porte parce qu'ils étaient trop occupés à s'extasier sur le projet de Pauline de rénover leur maison d'amis. Alors que nous retournions à notre voiture, en passant devant la Tesla rouge étincelante qui représentait tout ce qui n'allait pas dans cette famille, j'ai pris une décision qui me pesait sur le cœur. J'aurais pu faire demi-tour et leur parler de la dette, des mensonges et des prêts dangereux. Mais je savais qu'ils ne me croiraient pas sans preuve. J'ai décidé de garder son sale secret une dernière fois, non pas pour la protéger, mais parce que je savais que lorsque la vérité éclaterait enfin, je voulais qu'elle soit indéniable. Je voulais qu'ils voient les documents de leurs propres yeux afin qu'ils ne puissent plus jamais me traiter de menteuse. J'ai ravalé ma fierté, suis monté dans ma voiture et je suis parti dans la nuit, les laissant à leurs illusions pour encore un petit moment. Une semaine avant le jour qui allait briser à jamais l'image de notre famille, j'étais assise dans mon bureau à examiner des plans d'aménagement paysager lorsque ma réceptionniste a sonné pour me dire que j'avais une visite inattendue. J'ai été surprise de voir tante Brigitte franchir les portes en verre de mon entreprise car elle s'aventurait rarement en ville. Brigitte était le seul membre de ma famille qui m'avait jamais montré une gentillesse sincère, mais elle était souvent trop terrifiée par la colère de ma mère pour prendre ma défense. Elle a regardé nerveusement par-dessus son épaule en s'asseyant en face de mon bureau, serrant son sac à main comme si elle transportait des secrets d'État au lieu de simplement rendre visite à sa nièce. Brigitte a décliné mon offre de café et s'est penchée pour me murmurer qu'elle était passée pour me prévenir du dîner de la Toussaint à venir. Elle a révélé qu'elle était allée chez mes parents plus tôt ce matin-là pour aider aux préparatifs et qu'elle avait accidentellement vu un document que ma mère rédigeait sur le comptoir de la cuisine. Ce n'était pas un menu ou une liste de courses, mais un itinéraire détaillé de griefs intitulé « L'intervention », qui décrivait exactement comment il prévoyait de m'humilier. Brigitte a expliqué, les mains tremblantes, que ma mère, Bernadette, avait invité des partenaires commerciaux, des cousins éloignés et de vieux amis de la famille spécifiquement pour servir de public à cette humiliation publique. Ma tante m'a supplié de trouver une excuse pour ne pas aller à la fête parce qu'elle croyait que mes parents me tendaient un piège pour détruire ma réputation devant tout le monde que nous connaissions. Elle m'a dit que Robert et Bernadette disaient aux gens que j'étais mentalement instable et financièrement irresponsable, et qu'ils prévoyaient d'utiliser cette intervention pour me couper légalement de la fiducie familiale tout en élevant Pauline comme seule bénéficiaire. J'ai écouté ces paroles avec un engourdissement froid qui se propageait dans ma poitrine, car j'avais soupçonné qu'ils me détestaient, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils orchestreraient une attaque aussi calculée. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai raconté toute la conversation à Étienne pendant que nous étions dans notre cuisine à préparer le dîner. Étienne a immédiatement claqué son couteau sur la planche à découper et a insisté pour que nous refusions simplement d'assister à la fête. Il a soutenu qu'il était inutile de nous soumettre à leurs abus et que nous devrions les laisser manger leur dinde seuls dans leur misérable manoir. Il était protecteur et logique, voulant protéger sa femme de nouvelles souffrances. Mais j'ai secoué lentement la tête parce que je savais que m'enfuir ne ferait que valider leurs mensonges. Si je ne me présentais pas, ils inventeraient une histoire sur le fait que j'étais trop honteuse ou instable pour affronter la famille, et je serais la méchante pour toujours.
J'ai dit à Étienne que j'en avais fini de me cacher et de protéger les égos fragiles de personnes qui me jetteraient volontiers au loup. Je suis allé dans notre bureau à domicile et j'ai ouvert le coffre-fort ignifuge où nous gardions nos documents les plus importants. Je n'allais pas apporter une bouteille de vin ou un dessert festif à ce dîner de la Toussaint. Au lieu de cela, j'ai sorti un dossier en manille impeccable qui me servirait de bagage pour ce voyage dans la fosse au lion. J'ai passé les 2 heures suivantes à organiser méticuleusement chaque élément de preuve que j'avais recueilli au cours des 3 dernières semaines. J'ai placé l'accord de prêt manuscrit que Pauline avait signé dans le café tout en haut, en m'assurant que sa signature était clairement visible. En dessous, j'ai empilé les relevés bancaires montrant les milliers d'euros que j'avais transférés à mes parents au fil des ans, prouvant que c'était moi qui les soutenais, et non l'inverse. J'ai inclus les captures d'écran imprimées des messages textes de Pauline où elle admettait les dettes de jeu et les demandes de prêts frauduleuses. Ce dossier n'était pas seulement de la paperasse pour moi. C'était le bouclier que j'utiliserais pour dévier leurs coups et l'épée que j'utiliserais pour couper les cordons qui me liaient à eux. Alors que je scellais le dossier, mon téléphone a vibré sur le bureau avec une nouvelle notification de message de Pauline. Je l'ai pris pour voir un texte qui disait « Ne fais rien de stupide pour gâcher ma grande soirée jeudi, car maman et papa sont enfin fiers de moi. Alors assieds-toi là et tiens-toi bien pour une fois. » J'ai fixé l'écran un long moment, lisant ces mots arrogants encore et encore jusqu'à ce qu'ils se gravent dans mes rétines. Pauline croyait vraiment qu'elle avait gagné, pensant que sa nouvelle voiture brillante et l'adoration aveugle de nos parents la protégeraient des conséquences de ses actes. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me donner la dernière once de détermination dont j'avais besoin pour mener à bien mon plan. Je n'ai pas répondu à son texto car il n'y avait plus rien à dire qui ne serait pas mieux dit devant un public. J'ai éteint mon téléphone, placé le dossier près de la porte d'entrée et je me suis préparé pour la guerre qui s'annonçait. La chaleur humide de la région avait finalement cédé à la fraîche obscurité du soir au moment où Étienne et moi avons garé notre voiture devant le vaste domaine de mes parents le soir de la Toussaint. La maison était illuminée comme une forteresse contre le ciel nocturne, avec des projecteurs projetant des ombres dramatiques sur la pelouse entretenue et des guirlandes lumineuses enroulées autour de chaque chaîne dans une démonstration qui criait à l'attention. Il est immédiatement devenu évident que ce ne serait pas le rassemblement familial intime que ma mère avait promis au téléphone, mais plutôt un gala à grande échelle conçu pour exhiber leur richesse tout en me rabaissant publiquement. Des dizaines de voitures de luxe étaient déjà alignées le long de l'allée circulaire, y compris la Tesla rouge étincelante de Pauline, qui était garée bien en vue au centre comme un sanctuaire à son supposé succès. Étienne a tendu la main pour me serrer la main avant que nous ne sortions du véhicule, m'offrant un rappel silencieux que nous détenions l'atout ultime dans le sac en cuir en bandoulière sur mon épaule. Nous avons remonté le chemin de pierre vers les massives portes doubles, qui étaient déjà grandes ouvertes pour révéler un hall d'entrée bondé de gens tenant des flûtes de champagne et riant trop fort. L'intérieur était décoré plus comme une réception de mariage qu'un dîner de fête, avec des arrangements floraux imposants qui bloquaient les lignes de vue et des serveurs se faufilant dans la foule avec des plateaux en argent de hors-d'œuvre coûteux. Mes parents tenaient la cour près du grand escalier, ressemblant à des rois inspectant leur sujet alors qu'ils acceptaient les compliments des voisins et des associés. Ma mère, Bernadette, nous a repérés en entrant, et son sourire s'est instantanément resserré en une fine ligne de désapprobation alors qu'elle parcourait mon apparence du regard. J'avais choisi une robe bleu marine sophistiquée et sur mesure que j'avais payée avec mon propre argent, me sentant confiante qu'elle était appropriée pour l'occasion, mais ma mère était clairement en désaccord. Elle s'est éloignée de sa conversation pour nous intercepter, se penchant pour murmurer une critique assez forte pour que les invités à proximité l'entendent. Je suppose que ce simple style de grand magasin prêt-à-porter est le mieux que tu puisses faire ces jours-ci, a-t-elle dit avec une inclinaison de tête sympathique qui était du pur venin. C'est dommage que tu n'aies pas demandé conseil à Pauline en matière de mode, car au moins elle comprend qu'il faut s'habiller pour le rôle si l'on veut que les gens vous respectent. Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour ne pas répondre, sachant que toute défense que je montrais ne serait utilisée que comme preuve de ma mauvaise attitude. Mon père, Robert, l'a rejointe un instant plus tard, posant une main lourde sur mon épaule qui ressemblait plus à une contrainte qu'à une salutation. Il a fait un geste vers Pauline, qui tenait la cour dans le salon, vêtue d'une robe dorée à paillettes qui avait l'air ridicule pour un dîner à la maison mais qui correspondait perfectement à l'ambiance ostentatoire de la soirée. Ta sœur porte une robe de la nouvelle collection de Paris parce que le vrai succès porte son prix à la vue du monde entier, a déclaré Robert avec un rire retentissant, tapant un peu trop fort sur le dos d'Étienne. Peut-être que si vous vous concentriez moins sur le fait de compter vos sous et plus sur la prise de grands risques comme Pauline, vous n'auriez pas l'air si déplacé dans une pièce pleine de gagnants. J'ai balayé la pièce du regard et j'ai réalisé avec un cœur serré que la liste des invités avait été organisée avec une précision malveillante pour maximiser mon inconfort.
J'ai vu les partenaires commerciaux de mon père à qui l'on avait dit que j'étais la fille paresseuse, des cousins éloignés qui ne connaissaient que les mensonges que ma mère leur servait sur Facebook, et de vieux amis de la famille qui me regardaient avec des yeux apitoyés. Ces gens n'étaient pas là pour célébrer la Toussaint. Ils étaient le jury que mes parents avaient assemblé pour le procès qu'ils s'apprêtaient à me faire. Chaque murmure et regard de côté dirigé vers moi ressemblait à un coup physique, confirmant l'avertissement de tante Brigitte que c'était une embuscade préméditée. Nous avons finalement été conduits dans la salle à manger formelle, où une table assez longue pour accueillir 30 personnes avait été dressée avec la plus belle porcelaine et les verres en cristal de la famille. Étienne et moi avons été dirigés vers des sièges près du bout de la table, loin de la tête où mes parents étaient assis, mais directement en face de Pauline. L'air dans la pièce était chargé de tension alors que les serveurs commençaient à placer des amuse-gueules élaborées de foie gras et de mousse de truffe devant des invités qui y touchaient à peine. Une fois que tout le monde fut assis, Robert tapa sa fourchette contre son verre pour faire taire la pièce, un sourire satisfait s'étirant sur son visage alors qu'il se préparait à parler. Il n'a pas offert une prière traditionnelle ou un toast à la santé, mais s'est plutôt lancé dans un monologue passif-agressif sur la nature de la loyauté et de la dette. C'est une tragédie lorsque les enfants prennent de leurs parents sans jamais apprendre la valeur de donner en retour ou de montrer du respect, a annoncé Robert, ses yeux se fixant directement sur les miens le long de la table. Nous avons la chance d'avoir une fille comme Pauline qui honore cette famille par ses réalisations, contrairement à d'autres qui croient que le monde leur doit la vie. Une vague de silence inconfortable a parcouru la pièce alors que tout le monde se tournait pour me regarder, comprenant exactement qui était la cible de son discours. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, mais j'ai refusé de baisser les yeux sur mon assiette car ce serait un aveu de culpabilité que je ne ressentais pas. Au lieu de cela, j'ai concentré mon regard entièrement sur Pauline, qui évitait ostensiblement de regarder qui que ce soit. Ma sœur vibrait d'une énergie nerveuse, ses yeux parcourant la pièce comme si elle cherchait une sortie de secours. Elle en était déjà à son 3e verre de vin blanc avant même que le plat principal ne soit servi, buvant avec une urgence désespérée qui trahissait sa panique intérieure. Elle savait que j'étais assise là avec la connaissance de sa dette de 230 000 €, et chaque fois que notre père louait son succès, elle tressaillait comme s'il l'avait frappé. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle levait le verre à ses lèvres, et pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. J'ai vu de la peur dans son expression et une terreur brute et non filtrée. Mais elle a rapidement détourné le regard et a fait signe au serveur de la resservir, essayant de noyer la réalité qui était sur le point de s'abattre sur elle. La scène était prête, le public était assis, et mes parents venaient de commencer le spectacle, ignorant complètement qu'ils avaient confié le rôle principal à la mauvaise fille. Lorsque les plats de dinde ont été débarrassés et que les invités se sont installés avec leur digestif, l'atmosphère dans la salle à manger est passée de festive à sinistre. Mon père a levé la main pour signaler au personnel de la restauration de couper la musique de fond, plongeant la vaste pièce dans un silence qui semblait soudain et suffocant. Il a repoussé sa chaise avec un bruit de raclement qui a fait grimacer plusieurs invités avant de se lever au centre de la pièce, se positionnant directement sous le lustre pour que la lumière attrape l'argent dans ses cheveux. Il ne ressemblait pas à un père se préparant à porter un toast de vacances affectueux. Il ressemblait à un procureur se préparant à prononcer un réquisitoire final contre un accusé qu'il avait déjà jugé coupable. Robert s'est éclairci la gorge avec un grondement suffisant, inspectant les visages de ses partenaires commerciaux et des membres de sa famille élargie pour s'assurer d'avoir leur attention absolue et totale. Il a commencé un discours clairement répété, parlant d'un ton bas et grave du lourd fardeau d'être parent et de la profonde déception qui survient lorsqu'un enfant refuse d'adopter les valeurs d'excellence et de loyauté de la famille. Il a déploré le fait que, tandis que l'une de ses filles avait atteint les sommets du succès, l'autre avait choisi une voie de médiocrité et de défi obstiné qui menaçait de ternir le nom des Meuniers. Je suis resté parfaitement immobile, les mains serrées sur mes genoux, sentant la chaleur de 30 regards brûler ma peau alors qu'il peignait une caricature de moi comme le mouton noir ingrat. Il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste de dîner et en a retiré une épaisse enveloppe de couleur crème qui semblait pulser d'une intention malveillante. Robert l'a jetée sur la table en verre devant moi avec un dédain désinvolte qui suggérait que le contenu était trop sale pour qu'il le tienne longtemps. J'ai pris la liberté d'écrire quelque chose que tu dois entendre, Hélène, a-t-il annoncé, sa voix résonnant contre le plafond voûté. Puisque tu refuses d'écouter nos conseils en privé, peut-être que la lecture de ces vérités à voix haute devant cette famille te fera enfin honte de changer de comportement. Considérez cela comme une intervention pour votre propre bien. Étienne a commencé à se lever, le visage rouge de colère, mais j'ai posé une main apaisante sur son avant-bras car je savais que m'arrêter maintenant ne ferait que me faire paraître faible. J'ai pris la lourde enveloppe,
brisé le seau de cire et sorti le papier à lettres, qui était couvert de l'écriture anguleuse et acérée de mon père. L'entête disait « 12 raisons pour lesquelles tu ne mérites pas de porter notre nom de famille », un titre si mélodramatique et cruel que j'ai presque ri de son absurdité. Mon père m'a fait signe avec impatience de commencer, alors j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à lire les 5 premiers points, ma voix tremblant légèrement mais gagnant en force à chaque mot ridicule. La raison numéro 1 m'accusait d'être émotionnellement distante parce que je refusais de conduire 3 heures chaque dimanche pour leur rendre visite, ignorant commodément que je travaillais 60 heures par semaine pour payer mon hypothèque. La raison numéro 2 prétendait que je manquais de respect à ma mère parce que je n'exposais pas sa poterie artistique dans ma maison moderne, présentant mes préférences esthétiques comme une attaque personnelle contre son âme. La liste continuait avec des griefs mesquins, me qualifiant d'ingrate pour l'enfance qu'ils m'avaient offerte et m'accusant d'ignorer leur sagesse financière concernant mes choix de carrière. La raison numéro 5 était particulièrement cinglante car j'ai dû lire à haute voix la phrase « Tu es consumé par une jalousie pathétique envers ta sœur, Pauline, parce que tu ne supportes pas de la voir briller plus que tu ne le feras jamais. » Une vague de murmures a parcouru la pièce alors que les invités réagissaient au spectacle qui se déroulait devant eux. Certains des cousins éloignés ricanaient derrière leurs serviettes, appréciant clairement le drame comme s'il s'agissait d'une émission de télé-réalité. Tante Brigitte avait l'air d'être sur le point d'être malade, son visage pâle et horrifié, tandis que ma mère était assise avec un sourire suffisant et satisfait, hochant la tête comme si je récitais les Saintes Écritures. L'humiliation était conçue pour être écrasante, pour me dépouiller de ma dignité jusqu'à ce que je ne sois plus qu'un récit édifiant pour le reste de la famille. J'ai tourné la page pour continuer, et c'est à ce moment-là que mes yeux sont tombés sur la raison numéro 6. Les mots m'ont sauté aux yeux, plus vifs et plus dangereux que tout ce qui avait précédé. J'ai d'abord lu la phrase dans ma tête, traitant l'immense ironie de ce que mes parents avaient écrit. Raison numéro 6, ai-je dit, ma voix coupant à travers les murmures. Tu es un échec total qui se noie dans les dettes, manquant du succès financier, de la réputation et du brillant sens des affaires de ta sœur, Pauline. L'accusation est restée en suspens dans l'air, lourde et empoisonnée. Mes parents croyaient avoir écrit l'insulte suprême, attaquant ma stabilité financière, que j'avais mis tant d'efforts à construire, tout en louant la richesse fictive de Pauline. Ils m'avaient involontairement donné l'arme parfaite. J'ai arrêté de lire brusquement et j'ai lentement abaissé le papier sur la table. Je n'ai pas regardé mon père, ni ma mère. J'ai tourné lentement la tête pour croiser le regard de Pauline, qui était assise juste en face de moi. Pauline souriait narquoisement quelques instants auparavant, profitant du spectacle. Mais alors que les mots spécifiques, noyés dans les dettes, et « sens des affaires » résonnaient dans la pièce silencieuse, son expression s'est brisée. Elle s'est figée avec son verre de vin à mi-chemin de sa bouche, ses yeux s'écarquillant de panique alors qu'elle réalisait le piège que nos parents lui avaient accidentellement tendu. Elle savait qu'en m'accusant d'être endetté, nos parents venaient de me donner la justification de parler de vraies dettes. Elle m'a regardé me pencher vers le sac en cuir à mes pieds, et à cette seconde, la couleur a quitté son visage, la laissant ressembler à un fantôme dans une robe dorée à paillettes. Elle savait avec une certitude absolue que la raison numéro 6 était l'allumette qui allait réduire son monde entier en cendres. Le silence s'est étiré pendant 3 secondes angoissantes qui ont semblé une éternité suspendue dans le temps. Tout le monde dans la pièce retenait son souffle, attendant que je fonde en larmes ou que je sorte en trombe, humilié, comme mon père l'avait prévu. Les invités se sont agités inconfortablement sur leur siège, tandis que ma mère me regardait avec un regard de prédateur pour voir si ces paroles venimeuses avaient enfin brisé mon esprit. Mais au lieu de la honte qu'il voulait désespérément voir, un petit rire sec et bas s'est échappé de mes lèvres, qui s'est transformé en un rire froid qui a étrangement résonné dans la salle à manger tendue. Mon père m'a regardé avec un mélange de confusion et de fureur, car ce n'était pas la réaction qu'il avait prévue pour sa grande intervention. J'ai rejeté la lettre offensante sur la table, où elle a atterri juste à côté du centre de table en cristal. Je me suis levé lentement pour leur adresser la parole d'une voix terriblement calme. Vous croyez vraiment que je suis un échec à cause de dettes que je n'ai pas? Et dans le même temps, vous vénérez Pauline pour son succès, qui est représenté par cette voiture rouge garée dehors, ai-je dit en regardant ma mère dans les yeux. Mais dites-moi, maman et papa, savez-vous réellement avec quelle monnaie ce véhicule a été acheté? Pauline a poussé un cri de panique étranglé et a raclé violemment sa chaise contre le parquet en tentant de se jeter par-dessus la table pour m'arrêter. Elle ressemblait à un animal sauvage acculé dans un piège alors qu'elle tendait la main vers le dossier, mais Étienne était plus rapide et beaucoup plus calme. Il s'est levé immédiatement pour lui bloquer le passage avec ses larges épaules,
levant la main doucement mais fermement pour l'empêcher de m'attaquer physiquement. « Assieds-toi et laisse-la finir, Pauline », a dit Étienne avec une autorité imposante qui a stupéfié la pièce et l'a plongé dans un silence absolu. Avec ma sœur contenue par sa propre lâcheté et la protection de mon mari, j'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti la seule feuille de papier de cahier que Pauline avait signée dans le café 3 semaines auparavant. Je l'ai lissée sur la table pour que l'encre soit clairement visible sous la lumière du lustre. « Ceci est une reconnaissance de dette signée par votre enfant prodige », ai-je annoncé à la pièce, en m'assurant que ma voix portait jusqu'aux coins arrière où les partenaires commerciaux étaient assis. Pauline n'est pas un magnate de l'immobilier qui gagne des millions. Elle se noie actuellement dans 230 000 € de dettes à taux d'intérêt élevés causés par le jeu en ligne et des systèmes de crypto-monnaie ratés. Elle m'a supplié de lui donner de l'argent pour rembourser des usuriers, pas pour investir dans une entreprise. J'ai vu le sang quitter le visage de mon père alors que le chiffre flottait dans l'air comme un poids physique. Robert a arraché le papier de la table avec des mains tremblantes, désespéré de prouver que je mentais. Il a approché le document de son visage, plissant les yeux devant l'écriture qu'il avait louée toute sa vie. À côté de lui, ma mère s'est penchée, serrant son collier de perles comme si c'était une bouée de sauvetage. Ils ont fixé la signature en bas, les boucles et les courbes indéniables du nom de Pauline qu'ils avaient vues sur des cartes d'anniversaire et des bulletins scolaires pendant 35 ans. L'illusion de leur famille parfaite a commencé à se fissurer et à s'effriter juste sous nos yeux. Les invités ont commencé à chuchoter de toute urgence entre eux, et j'ai vu plusieurs des investisseurs potentiels de mon père vérifier leur montre et faire signe à leur femme qu'il était temps de partir immédiatement. Mais l'humiliation n'était pas encore terminée. Tante Brigitte, qui s'était faite toute petite sur son siège pendant la majeure partie de la nuit, a soudainement trouvé un réservoir de courage que je ne lui connaissais pas. Elle s'est levée de sa chaise, les mains tremblantes mais la mâchoire serrée de détermination. « Ce ne sont pas seulement les prêteurs, Robert », a dit Brigitte, sa voix vacillant mais gagnant en force à mesure qu'elle parlait. Pauline m'a emprunté 3 500 €. Elle a emprunté 1 800 au cousin Michel à Noël dernier. Elle nous a tous dit de ne jamais te le dire parce que tu serais en colère, mais nous pensions tous qu'elle avait juste un problème de trésorerie temporaire. Mon père a levé les yeux du papier, ses yeux écarquillés d'un mélange de trahison et d'horreur alors qu'il réalisait l'étendue de la tromperie. L'homme qui se targuait de contrôle et de réputation avait été dupé par la fille même qu'il idolâtrait. Il s'est tourné lentement pour regarder Pauline, qui sanglotait maintenant de manière incontrôlable dans sa serviette. « Est-ce vrai ?» a chuchoté Robert, sa voix semblant vieille et brisée. « As-tu acheté cette voiture avec de l'argent volé juste pour m'impressionner ?» Les sanglots de Pauline se sont transformés en un cri de rage défensive alors qu'elle frappait des mains sur la table, faisant dangereusement trembler les verres de vin. Le masque de la femme d'affaires prospère est complètement tombé pour révéler une enfant effrayée et immature à qui on n'avait jamais dit « non ». « Je devais le faire parce que tu ne m'accepterais jamais si je n'étais pas parfaite », a crié Pauline, son visage marbré et déformé par de vilaines larmes. « Tu as mis tellement de pression sur moi pour que je sois la star pendant que tu traitais Hélène comme une ordure. J'ai emprunté l'argent pour maintenir l'image que tu voulais. C'est de ta faute si tu m'as rendu terrifiée d'être moyenne. » La pièce a éclaté dans un chaos total alors que les accusations fusaient dans tous les sens comme des éclats d'obus. Ma mère a commencé à se lamenter hystériquement, s'agrippant au bras de mon père tandis que Robert criait à Pauline de sortir de sa vue. Le dîner de la Toussaint soigneusement organisé avait dégénéré en un cirque de dysfonctionnement. Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui étais piétiné au centre de la piste. Je suis resté là, au milieu des cris et des pleurs, ressentant un étrange sentiment de détachement, comme si je regardais une tragédie dont je ne faisais plus partie. La vérité était enfin sortie, et elle était bien plus laide que tous les mensonges qu'ils avaient jamais racontés sur moi. 1 heure plus tard, alors que nous quittions cette maison pour la dernière fois, le silence à l'intérieur de notre voiture n'était pas lourd ou gênant, mais incroyablement paisible, comme l'air après une violente tempête. J'ai regardé le vaste paysage lyonnais défiler par la fenêtre du passager et j'ai senti un poids physique se soulever de mes épaules, un poids que je portais depuis que j'étais une petite fille, essayant de gagner l'amour de mon père. Étienne a tendu la main pour me tenir la main, sa prise chaude et ferme, me demandant si j'allais bien ou si j'avais besoin de m'arrêter pour pleurer. J'ai secoué lentement la tête car j'ai réalisé avec une clarté soudaine que j'avais déjà versé ma dernière larme pour des gens qui ne s'étaient jamais vraiment souciés de moi. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main, l'écran s'illuminant d'une douzaine d'appels manqués de ma mère, et j'ai méthodiquement bloqué chaque numéro associé au domaine des meuniers sans la moindre once de culpabilité. Les retombées de ce dîner ont détruit l'image soigneusement construite que ma famille avait maintenue pendant des décennies,
détricotant leur vie avec une vitesse presque terrifiante à observer de loin. Nous avons appris par tante Brigitte que les conséquences pour Pauline ont été immédiates et brutales, car les créanciers qu'elle avait esquivés l'ont finalement rattrapée. Moins d'une semaine après la fête, une dépanneuse est arrivée dans l'allée de mes parents en plein jour pour reprendre possession de la Tesla rouge pendant que les voisins regardaient depuis leur Porsche. Pauline a été expulsée de son appartement de grand standing en centre-ville parce qu'elle ne pouvait plus payer le loyer avec de l'argent emprunté, la forçant à retourner dans sa chambre d'enfant à l'âge de 35 ans. Elle n'était plus la magnate de l'immobilier glamour qu'elle prétendait être sur les réseaux sociaux, mais une femme adulte avec une dépendance au jeu qui était maintenant complètement dépendante des parents qu'elle avait humiliés. Mes parents ont subi un autre type de ruine, car leur réputation dans la communauté des affaires locales s'est évaporée du jour au lendemain grâce aux ragots répandus par les invités qui ont assisté à l'intervention. Les investisseurs que mon père avait invités au dîner ont immédiatement retiré leur financement de ces projets parce qu'ils ne voulaient pas être associés à une famille impliquée dans la fraude et les disputes publiques. Robert et Bernadette ne pouvaient plus entrer dans leur cercle privé ou leur église sans sentir les regards brûlants des gens qui chuchotaient sur leurs fausses richesses et leurs filles délinquantes. Ils avaient passé toute leur vie à essayer d'impressionner les autres, et à la fin, ils sont devenus le récit édifiant préféré de la ville sur la vanité et l'orgueil démesuré. Robert a essayé de me contacter une dernière fois environ un mois après l'incident, en utilisant un numéro masqué pour laisser un message vocal rempli de son arrogance caractéristique. Il ne s'est pas excusé ni n'a demandé pardon, mais m'a plutôt ordonné de rentrer à la maison et d'utiliser mes économies pour aider à stabiliser les actifs familiaux pendant cette transition difficile. Il parlait comme si j'étais toujours la petite fille obéissante qui sauterait sur l'occasion de réparer leurs erreurs, ignorant complètement que la fille qu'il connaissait n'existait plus. Je n'ai pas retourné l'appel, ni ressenti l'ancienne pointe d'obligation de les sauver du désordre qu'ils avaient créé. J'ai simplement supprimé le message, effacé le numéro et suis retourné préparer le dîner avec mon mari dans notre maison paisible et sans dette. Ma vie avec Étienne s'est épanouie en l'absence de leur toxicité, nous permettant de nous concentrer sur nos carrières et notre mariage sans le drainage constant du vampirisme émotionnel. Nous avons utilisé l'argent que j'aurais dépensé pour leur validation pour faire un magnifique voyage en Italie, buvant du vin sur un balcon surplombant l'océan et portant un toast à notre liberté. Nous parlons actuellement de fonder notre propre famille bientôt, et nous avons fait le vœu solennel que nos enfants ne sauront jamais ce que c'est que d'être comparé à un frère ou une sœur ou d'être valorisé pour son utilité financière. J'ai réalisé qu'en m'éloignant de ma famille biologique, je n'ai rien perdu d'important. J'ai en fait gagné l'espace nécessaire pour construire une vraie famille définie par l'amour inconditionnel et le respect mutuel. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que les parents toxiques créent souvent leur propre pire cauchemar à travers la dynamique de l'enfant prodige et du bouc émissaire. En protégeant Pauline des conséquences et en lui donnant tout ce qu'elle voulait, mes parents ont en fait paralysé sa capacité à survivre dans le monde réel, tandis que leur traitement sévère à mon égard m'a ironiquement forcé à devenir forte, indépendante et résiliente. C'est un rappel que le véritable amour implique la responsabilité et que renflouer constamment quelqu'un ne l'aide pas, cela ne fait que permettre sa destruction. Une autre prise de conscience cruciale est qu'il ne faut jamais utiliser l'argent comme substitut à une connexion authentique ou l'utiliser pour masquer les fissures d'une relation brisée. Ma famille croyait que les voitures chères et les fêtes somptueuses étaient la preuve de leur valeur, mais quand l'argent s'est épuisé, ils n'avaient aucune base d'amour pour les maintenir ensemble. Enfin, veuillez vous souvenir que couper les liens avec des membres de la famille toxique n'est pas un acte de cruauté, mais un acte de survie nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de vous immoler par le feu juste pour garder les autres au chaud.